Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans ce nouveau cours, cette nouvelle vidéo concernant la série des cours sécurité des systèmes d'information, dans ce nouveau chapitre intitulé Analyse des risques, dans cette vidéo-là, je vais introduire c'est quoi le risque informatique, que signifie l'analyse et la gestion des risques en général. Puis, dans le reste des vidéos de ce chapitre, je vais continuer avec les méthodes d'analyse de risque qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire par un risque? Un risque, en général, ou bien dans la littérature, c'est la possibilité de réalisation d'un événement contraire à ses attentes, c'est-à-dire d'un événement ou bien d'un résultat non attendu, d'un résultat qui est généralement dangereux par rapport à la situation normale. Lorsqu'une personne agit de telle façon, on dit qu'elle prend un risque. En informatique, le risque représente en fait la possibilité d'exploitation des menaces et des vulnérabilités. L'exploitation qu'on a définie avant dans le chapitre précédent comme l'attaque. Donc, on a dit que l'attaque, c'est l'exploitation des menaces et des vulnérabilités et la possibilité d'avoir une attaque qui a un impact bien défini, on appelle un risque. Il faut bien faire la différence entre le risque et l'attaque elle-même. Donc, le risque informatique peut être désigné comme le risque métier ou bien le risque qui est lié au processus métier du système d'information, qui est associé à l'utilisation, à la possession, l'exploitation, l'implication, l'influence et l'adoption de l'informatique dans une organisation. C'est-à-dire, toutefois qu'on voulait digitaliser, numériser, informatiser un tel système, il faut bien prendre le risque, il faut bien étudier le risque derrière cette informatisation, bien cette digitalisation. Et c'est ce qu'on voit ces jours-là avec l'informatisation, la numérisation des différents systèmes. Parfois, la sécurité informatique, c'est la dernière des choses que les gens pensent à elle, ce qui provoque toujours, c'est-à-dire des résultats mal attendus, ce qui pose les systèmes modernes dans les différents risques possibles. Voici quelques petits exemples de risques. Donc, par exemple, le premier exemple concernant le risque lié à la disponibilité avec une menace ou bien une vulnérabilité possible qui est le manque de formation des utilisateurs du système. Si on prend n'importe quel utilisateur, n'importe quel employeur qui est de l'ancienne école, qui n'a pas vraiment trop utilisé l'informatique et on voulait informatiser le système en le proposant d'utiliser directement les outils qui sont installés au niveau du serveur. Donc, la menace, c'est l'erreur de manipulation. On ne sait pas si l'utilisateur connaît ou non. Si on ne le forme pas, peut-être que ça va provoquer des défauts. Par exemple, si les ingénieurs, ce sont des anciens ingénieurs ou bien des ingénieurs qui ne sont pas vraiment formés sur un tel outil de configuration, sur un tel système de configuration d'un serveur, par exemple, de messagerie, comme Zimbra ou bien n'importe quel serveur, par exemple, de messagerie. Donc, ce qui va provoquer, par exemple, une non-redondance du serveur. Ils n'ont pas créé des backups, des copies de sauvegarde, qu'on va parler dans le prochain chapitre, Inch'Allah, sur les copies de sauvegarde. Cela peut provoquer un risque de perdre les données, soit par saturation de l'espace de disque, donc on aura plus d'espace de disque, soit par la saturation de ces ports de communication. Donc, en fait, ou bien tout simplement, en cas de perte de la base de données contenant les messages ou bien contenant les comptes, ça va provoquer la perte de toutes les données possibles. Il y a un autre risque, par exemple, un autre exemple concernant le risque lié à l'intégrité. Par exemple, si on parle de la modification intempestive des informations opérationnelles, c'est la modification non autorisée ou bien non contrôlée des informations. Et
dans une cyber par exemple, et dans un système, et le poste Internet contigu à un poste réseau, qui est connecté à un poste réseau, etc. Donc, s'il y a un manque de sensibilisation des gens qui l'utilisent de n'importe quelle façon, qui peut-être même, il y a des employeurs qui partagent leurs informations privées avec les gens de confiance, même s'ils ne sont pas des parties du système d'information. Il y a celui qui donne son mot de passe de mail personnel aux membres de sa famille, etc. Donc ça peut être en fait provoquer un risque de modification des éléments de date et heure sur les documents, de modification des documents peut-être confidentiels ou bien personnels, comme par exemple, c'est-à-dire si on prend un risque que l'entreprise n'interdit pas l'envoi des documents professionnels par des emails personnels, alors que l'employeur a partagé ou bien a donné son mot de passe de mail personnel à l'un de ses collègues ou bien l'un de ses proches de la famille qui est hors notre système, qui n'est pas un acteur de notre système. Donc il va avoir un accès externe sur les documents personnels ou bien professionnels en fait de l'entreprise. Un autre exemple, par exemple, de risques liés à la confidentialité avec la prise de contrôle d'un poste informatique. Si n'importe quel employeur, par exemple, ou bien n'importe quel acteur de notre système d'information peut utiliser n'importe quel ordinateur dans le système. Donc, il va avoir un accès au CD-ROM, au lecteur flash disk, ou bien n'importe toute l'unité centrale. Avec le manque de sensibilisation, peut-être que cet utilisateur peut prendre ou bien peut copier tous les fichiers qui existent dans ce poste-là. Par exemple, plus précisément, si ça sera des postes qui contiennent des informations plus pertinentes, plus sensibles, comme le poste par exemple du comptable, et n'importe qui peut utiliser cet ordinateur du poste du comptable ou bien peut connecter à travers les services de Windows, de RDP ou bien les accès à distance, les bureaux à distance de Windows, etc. Donc il peut copier n'importe quelle information avec ce qui va provoquer un risque de fuite d'informations sensibles ou bien rupture des besoins d'en connaître et de droit de protection de vie privée ou bien droit d'en modifier. Donc cela arrive à parler du concept de la gestion du risque. Qu'est-ce qu'on voulait dire par gérer un risque? Donc gérer les risques dans un système d'information, c'est l'identification et l'évaluation des risques du système et leur classification pour mieux décider sur la sécurisation. Cela, je vais parler un petit rappel sur le vidéo de l'introduction, de l'introduction générale à la sécurité informatique, dont on a parlé que le grand défi de la sécurité informatique, c'est assurer un bon niveau de sécurité en respectant un budget limité. Donc, il faut bien décider sur les règles de sécurité, sur les outils qu'on va utiliser, sur les techniques qu'on va utiliser et leur impact sur le système lui-même. Un budget en termes de ressources et un budget en termes financiers. Oui. Donc, la gestion des risques se compose généralement de 3 blocs. On doit premièrement identifier l'organisation cible, quels sont les objectifs de sécurité, quels sont les biens ou bien les assets que la sécurité qu'on doit protéger, quels sont les besoins de sécurité, est-ce qu'on devrait protéger la confidentialité, l'intégrité, etc. Puis, à travers cela, on identifie quels sont les risques possibles et quel est l'impact de chaque risque sur ces assets-là, pour décider quelles sont les mesures qu'on doit prendre en considération pour sécuriser notre organisation. Et finalement, en fait, oui, les mesures qu'on doit et les règles de sécurité qu'on doit adapter à notre système.
Bien sûr, on parle de l'évaluation de risque, donc on parle d'un terme formel, d'un terme plus ou moins mathématique, plus ou moins plus ou moins en termes de quantité, en termes de quantité, oui, de risque. Donc il y a généralement deux formules qu'on doit utiliser pour évaluer un risque. Soit nous avons un nouveau système d'information qui est monté, une nouvelle start-up, une nouvelle entreprise qui est en train d'être créée, ou tout simplement une entreprise qui n'a aucune mesure de sécurité qui est implémentée. Donc, on doit décider, on doit la sécuriser pour la première fois. Donc, la formule, elle est simple. Le risque, c'est l'ensemble de vulnérabilités multiplié par l'ensemble des menaces, multiplié par l'impact de l'exploitation de ces vulnérabilités et menaces pour identifier un tel risque. C'est-à-dire, si je vais revenir ici, par exemple, de donner une valeur selon l'impact sur la menace, quelle est l'erreur de manipulation, ou bien quelle est la probabilité, d'avoir une erreur de manipulation, et si on ajoute une valeur concernant le manque d'information, et quel est l'impact de la saturation de l'espace. Si l'espace disque il est saturé complètement, qu'est-ce que notre entreprise va perdre comme valeur? Et tout cela va définir la vraie valeur de notre risque. Sinon, si nous avons déjà un système qui est déjà sécurisé ou bien contient quelques mesures de sécurité, ces mesures de sécurité vont tout simplement réduire un peu l'importance du risque, la valeur du risque. Donc, la formule devient la vulnérabilité par la menace, par l'impact. Le tout sera divisé par le contre-mesure ou bien la technique de sécurité qui est utilisée. Il faut donner tout ça avec des valeurs. C'est ce qu'on va voir dans les vidéos prochaines avec les méthodes d'analyse des risques. Voici le schéma général concernant l'identification et l'évaluation du risque. Donc, on a un ensemble des exigences de sécurité qui entraînent un certain contrôle, qui est le résultat d'un impact. Cet impact qui compose un risque qui est composé par un ensemble de menaces, de vulnérabilités et leur impact. Et on a un ensemble qu'on doit garantir en fait un ensemble d'objectifs. Donc un risque informatique, il va cibler un certain bien, un certain actif du système qui affecte l'un ou bien l'ensemble des objectifs de sécurité tout en comment dirais-je, en fait, un risque qui va affecter un certain objectif de sécurité. Donc, le rôle de la gestion des risques, c'est d'identifier ces risques, de les classifier par leur importance et ou bien de les ordonner tout simplement par leur importance afin d'assurer un certain contrôle sur la sécurité informatique. Donc, le processus général de la gestion des risques, en général, hors des méthodes qui existent, ça passe par trois étapes principales. Premièrement, c'est l'identification du risque, risk assessment, qui permet d'identifier quels sont les risques possibles, caractériser ces risques et déterminer la valeur du risque qu'on va parler dans la suite de vidéos. Puis, la deuxième étape, c'est la réduction du risque ou bien risk mitigation qui permet de recommander les contrôles possibles, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour sécuriser notre système. Et bien sûr, lorsqu'on identifie un risque et puis on décide sur sa protection, ça reste maintenant un processus ou bien une étape qui va assurer la continuité du système, le bon fonctionnement de notre système d'information, c'est l'évaluation des risques par rapport aux risques non identifiés dans les deux premières étapes, par rapport aux nouveaux risques qui existent, etc. Il y a plusieurs. On va parler sur ces étapes par détail. Sur les approches d'implémentation
de la gestion des risques, il y a généralement deux approches principales. Il y a une approche réactive qui concerne à répondre aux incidents. C'est comment on peut reprendre notre comportement normal du système après un incident, une telle attaque. Il y a l'approche proactive qui est basée sur le concept de prévenir et préparer, c'est-à-dire elle sert d'éviter l'incident avant qu'il se produise dans notre système. En parlant maintenant sur les étapes de gestion de risque, en commençant par l'estimation de risque. Donc elle est composée par plusieurs étapes. C'est l'étape principale de tout le processus. Elle commence au tout début par l'identification des actifs, des assets matériels et immatériels. On parle des logiciels, on parle du matériel, on parle de l'être humain, on parle des équipes qui doivent participer dans le processus de risque. Ou bien en fait des équipes qui participent dans la gestion des risques. Donc il faut identifier quelles sont les composantes de notre système d'information, puis on identifie les menaces par rapport à ces biens qui sont identifiés. Par exemple, si pour la première étape, on identifie que notre système d'information se compose ou bien contient un ensemble de serveurs de telle configuration, de tel prix qui nécessitent un tel budget qui est important pour les importer, pour les installer, mais en même temps, notre système d'information se situe dans le désert, au milieu, dans des endroits qui contiennent beaucoup ou bien qui sont connus par leur chaleur, par leur température élevée, surtout dans l'été. Donc la menace possible, c'est la température par rapport au serveur. Donc la température élevée qui peut dépasser les 50, parfois même 60 degrés peut-être, mais pourquoi non. Donc c'est la menace possible. Puis l'identification des vulnérabilités. Si on parle du serveur, si on parle de n'importe quel logiciel, ou bien le serveur qu'on a installé, un logiciel de messagerie qu'on va installer dans le serveur, etc. Donc il faut identifier toutes les vulnérabilités possibles. Pour cela, il y a plusieurs moyens pour l'identification des vulnérabilités qui existent. Je vous cite quelques moyens connus, par exemple ce site web là, CVE Details, qui contient les rapports CVE. On parle des rapports CVE, c'est les rapports qui contiennent les vulnérabilités. Par exemple, si j'ai parlé avant de la messagerie Zimbra, par exemple, si je cherche Zimbra dans le site web, il va me dire que Zimbra, il y a une seule vulnérabilité qui est reportée en 2012 avec des scores, etc. Donc, on peut visualiser. Le CVE, c'est 2213, pardon. C'est une vulnérabilité XSS qui est Zimbra Web Client et Zimbra Collaboration Suite. Donc, dans les versions 6, avant 6.0.15 et dans la version 7 qui sont avant 7.1.3 qui permettent aux attaquants à distance d'injecter des scripts web arbitraires ou bien des codes HTML via un paramètre de vue. Donc il y a un score de vulnérabilité, il y a toute une structure. On peut visualiser c'est quoi l'application, c'est quoi les détails de version, etc. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple aussi c'est le NIST, en fait le site web officiel du NIST, qui est l'agence internationale en fait, de la sécurité. Donc aussi un autre site qui rapporte les dernières par exemple concernant les last 20 scored vulnerabilities IDs and summaries.
comme celui-là que j'ai vu aujourd'hui. C'est un CVE, c'est un rapport qui est publié par exemple en 21 mai 2020. En ce qui concerne an elevation of privilege vulnerability exists when Windows State Repository Service improperly handles objects. C'est une vulnérabilité dans les systèmes Windows. On va voir le rapport par exemple complet. Donc, il est très sévère, il a un score de 7,8 qui est height. Et on va voir maintenant dans la gestion des risques que signifie celui-là. Donc, il a un score très important en termes de vulnérabilité. Dans notre version de CVSS, il est médian. Donc, les références, par section this link, you will leave list because. D'accord. Donc, voici la référence du rapport complet. Donc, la voici. Alors, dans le site officiel, alors oui, voilà. Dans le site officiel, il affecte, en fait, c'est les updates, c'est les mises à jour de sécurité. Donc, déjà le Windows 10 version 16.07 pour le 32 bits, il y a une mise à jour de sécurité qui permet de couvrir cette erreur, etc. Donc, c'est voici, donc c'est une erreur, justement, c'est une vulnérabilité de Windows 10 et Windows Server 2016. Donc, même Windows Server 2019. Donc, ça, c'est là des vulnérabilités. Il y a aussi un autre moyen dans Windows que je vais vous montrer. C'est un outil gratuit de Microsoft. Pardon, je vais l'exécuter en mode administrateur. On exécute en tant qu'administrateur. Donc, c'est un outil, un Microsoft Baseline Security Analyzer. C'est un outil, comme j'ai dit, gratuit et simple de Microsoft qui permet de détecter les vulnérabilités qui existent dans le système. Vous avez le choix d'analyser un ordinateur, votre ordinateur, d'analyser plusieurs ordinateurs dans le réseau local, dans une plage d'adresses IP connue, mais tout simplement afficher des rapports qui existent déjà. Je vais analyser mon ordinateur. Mon ordinateur déjà par défaut, alors il est connecté à Internet. D'accord? Donc, j'ai des options de recherche et des vulnérabilités d'administration, des vulnérabilités en ce qui concerne les mots de passe, des vulnérabilités en ce qui concerne l'administration Internet. Je vais les désactiver. Des administrations, ou bien des vulnérabilités, pardon, ce qui concerne l'administration SQL, si vous utilisez autant que développeur des outils de base de données comme WAMP, comme exemple, comme Oracle, etc. Des mises à jour de sécurité, je vais les désactiver pour ne pas avoir beaucoup, pour gagner le temps, pardon. Je vais lancer l'analyse. Vous allez voir là un exemple de rapport. Donc, voilà, il m'a dit que l'évaluation de la sécurité, que je suis dans un risque important. Bon, cette machine n'est pas vraiment configurée, même sans antivirus, il est désactivé pour des raisons personnelles à moi-même. J'utilise donc, voici quelques rapports en ce qui concerne la vulnérabilité d'administration et quelques informations supplémentaires. Par exemple, en ce qui concerne la vulnérabilité d'administration, je vais prendre un exemple sur le score qui est grave. Test des mots de passe. Il dit que certains comptes d'utilisateurs, exactement 4 sur 4, soit ont un mot de passe vide ou bien simple. Justement, cette machine virtuelle n'a pas de mot de passe. Même sa configuration réseau, elle est en host only, en note seulement, uniquement, pardon. Elle n'est pas connectée vraiment à Internet. Donc, je peux voir quelles sont les ressources, quels sont les actifs analysés, le fichier de mot de passe, le mot de passe identique au même nom d'utilisateur, ça c'est les critères qu'il prend. Et dans le prochain chapitre, je vais vous montrer comment
configurer la stratégie de mot de passe de Windows et Linux. Donc voici les ressources ou bien l'actif qui a été analysé. On peut voir les détails du résultat sur tous les utilisateurs qui existent sur les mots de passe et comment corriger. Par exemple, il vous propose des décisions, comment on peut corriger. Voici les instructions, comment on peut corriger cette erreur par l'activation des stratégies de mot de passe, etc. Donc c'est un bon outil aussi que vous pouvez profiter de celui-là dans même votre vie, dans vos machines à la maison, pour mieux garantir votre sécurité. En revenant à en continuant dans notre cours, donc après l'identification des vulnérabilités, on peut profiter surtout pour en ce qui concerne l'achat des matériels et des outils, on peut exiger des versions qui sont plus sécurisées que d'autres pour éviter les risques possibles. Puis, en fait, après l'identification des actifs, des menaces liées à ces actifs, des vulnérabilités qui existent dans ces actifs, ça revient à l'étape de détermination de la vraisemblance. C'est par rapport à la motivation de la ressource et ses capacités, ainsi que l'existence des mécanismes de contrôle. Est-ce qu'il y a déjà un mécanisme de sécurité en ce qui concerne ces actifs? Si vous cherchez par exemple n'importe quel, je vais revenir par exemple pour Zimbra, puisqu'on a parlé sur ça déjà. Donc, je vais chercher Zimbra. Donc, si vous rentrez dans le site Zimbra, vous allez voir qu'il y a une section de sécurité. Support Security Center. Voilà. Donc, vous trouvez quels sont les patchs de sécurité qui ont été, quelles sont les erreurs de sécurité qui ont été corrigées et en ce qui concerne la documentation, alors, product, Zimbra Desktop par exemple. Donc vous allez trouver quels sont les mécanismes de sécurité qui sont déjà implémentés dans Zimbra, qui peut être des mécanismes de contact qui peuvent être justement configurés pour utiliser l'outil lui-même. Puis on dit la vraisemblance, c'est-à-dire quelle est la fréquence entre autres de ce risque. Est-ce qu'on a un risque, par exemple le risque qu'on a parlé avant, le risque de température élevée, il peut être un risque qui est très fréquent en ce qui concerne les endroits dans le désert, alors qu'il peut être un risque qui est peut-être plus ou moins fréquent dans les endroits, peut-être en Europe, ou bien dans les endroits dans les côtes, ou bien proches des endroits qui contiennent. Mais par contre, si on parle des côtes, on ne parle pas de température élevée, mais on parle d'un autre risque qui a une fréquence élevée, qui est le taux d'humidité élevé. Et puis, on passe à l'analyse de l'impact, ou bien la définition de l'impact. Si l'un des scénarios de risque se réussit, si l'un des risques est devenu vraiment une attaque réussite, quel est l'impact, ou bien quel est le résultat, quelle est la perte qu'on peut avoir dans notre système. Pour finalement, lorsqu'on lit l'impact avec la vraisemblance, ça détermine la valeur finale du risque. On parle de zone de risque, on parle de la charte des risques qui est connue. C'est une charte qui représente le noyau de la gestion du risque. C'est le point le plus important dans la gestion du risque. C'est l'analyse de tous les risques qu'on a identifiés dans notre système en termes d'occurrence de fréquence de risque par rapport à l'impact. On définit un impact ou bien un impact maximum, ou bien un seuil maximum pour dire que ce risque il est très très dangereux ou bien il est dangereux. Et on
classer les risques qu'on a trouvés par rapport de l'impact et leur vraisemblance généralement en 5 catégories. C'est des risques négligeables ou bien acceptés, c'est des risques qui n'ont pas vraiment un impact important sur le système. Si on dit par exemple qu'un employeur arrive toujours un quart d'heure en retard, mais il travaille dans une équipe de dizaines de personnes, alors que ce retard ne provoque pas vraiment une perte, c'est peut-être une perte de dizaines de dollars par année. Donc ce n'est pas vraiment une perte. Donc c'est des risques, si le risque il est très fréquent, c'est un risque à accepter. Si si on dit qu'un employeur qui habite très loin ou bien qui habite dans un endroit qui est connu par son encombrement de circulation, donc il est toujours forcé d'arriver en retard, ou bien un employeur qui peut-être prendre dans le matin ses enfants à l'école qui se situe très loin, donc il doit arriver en retard. Ou bien c'est un risque négligeable, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive peut-être en retard une fois par mois. La plus grande classe de risques qui existe, c'est les risques à réduire. C'est des risques qui ont un impact plus ou moins important sur le système, avec une occurrence plus ou moins aussi importante. Alors c'est des risques qui ont un impact important mais ne dépassent pas le seuil maximum qu'on a défini. Donc le jeu important qu'un responsable de sécurité ou bien l'équipe de sécurité de l'organisation qui doit assurer, c'est la bonne décision du seuil pour mieux prendre les décisions concernant la sécurité. Et tout risque qui dépasse, son impact dépasse le seuil maximum tolérable, c'est des risques soit à transférer, soit qui ne doivent en aucun cas exister dans notre système. La deuxième partie, après l'identification des risques possibles, de leur impact et leur zone, leur valeur finale. Donc maintenant ça reste comment on peut réduire les risques. Ces risques-là, les risques acceptables ou bien négligeables sont des risques, comme leur nom indique, sont négligés, ne sont pas traités dans le mécanisme de sécurité, sauf s'il y a un peu d'argent, peut-être un peu de finance de plus en termes de budget de sécurité, et le reste, c'est des risques qui doivent obligatoirement être traités. Donc, la deuxième étape de réduction du risque, elle consiste justement de la décision sur les mécanismes de sécurité qu'on doit prendre ou bien les mesures de contrôle qu'on doit prendre pour réduire ces risques. Ces mesures de contrôle qui peuvent être classées en 6 classes, c'est des contrôles compensatoires. C'est de proposer, par exemple, on dit qu'on a un pare-feu physique, mais qu'on utilise une messagerie importante, donc on doit utiliser un autre pare-feu applicatif peut-être, donc utiliser d'autres mesures de sécurité pour renforcement. Il y a des contrôles détectifs qui permettent l'identification des actions, des attaques, ou bien des scénarios de risque liés au site. C'est par exemple les détecteurs d'intelligence, c'est l'analyse des fichiers log, etc. Il y a des contrôles de récupération qui, en cas d'incident, qu'on doit prendre en considération pour rendre le système dans son comportement normal. Il y a des contrôles correctifs qui permettent la réparation des résultats après un incident. Par exemple, s'il y a une modification des données ou bien une perte d'informations, une suppression au niveau de la base de données, on doit faire un backup. On doit récupérer les copies de sauvegarde. C'est des contrôles qui permettent la correction des erreurs. Si on a un matériel qui a été détruit dans un incident, la température élevée avait causé la perte de certains matériels électroniques, donc on doit soit le remplacer, soit le réparer. Il y a des contrôles préventifs qui permettent de prévenir ou bien éviter le risque avant qu'il se produise, ou bien éviter l'attaque avant qu'elle se produise. D'autres termes, c'est de dire
que les risques définis dans le rapport des équipes de sécurité doivent rester un risque qui est écrit sur papier. Ils ne doivent pas être se produisent en fait en réalité dans le système. Le contrôle, il y a des contrôles dissuasifs, c'est des contrôles qu'on va parler dans le prochain chapitre. C'est des contrôles, c'est des mesures qui permettent peut-être de diminuer la valeur du système ou bien faire sembler que le système est trop surveillé d'une façon que de décourager l'attaquant avant qu'il commence son attaque, ou bien de décourager le risque avant qu'il se produise. Vous pouvez sur cela lire sur les techniques de honeypot ou bien les pots de miel. C'est des techniques de sécurité qui sont très connues qui permettent la dissuasion des attaques. Finalement, dans cette étape, elles nous permettent d'assurer une prévention en termes de budget. C'est-à-dire, finalement, il y a un ensemble de plans en fait qui doivent être rédigés par l'équipe de sécurité ou bien l'équipe qui travaille sur la gestion des risques, qui permet de définir quels sont les risques, quels sont les contrôles proposés pour chacun des risques, ou bien les mesures de contrôle, et finalement, pour chacun des mesures de contrôle proposées, c'est quel est le budget nécessaire en termes de finances pour la sécurisation du système. C'est là où on peut définir quel est le budget de sécurité de notre système d'information. Il y a plusieurs plans qui existent, comme le plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, etc. Il y a plusieurs plans qui ne sont pas dans le sujet de des détails qui ne sont pas dans le sujet de cette formation-là. La dernière étape, comme on a dit, bien sûr, on a défini nos risques, on a défini tous les risques possibles, quelles sont leurs valeurs finales, quels sont les contrôles, les mesures de contrôle qu'on doit prendre pour réduire ces risques-là. Maintenant, on doit évaluer ces risques, évaluer la sécurité en fait de notre système. C'est le facteur principal de la réussite de la gestion des risques. Donc, dans cette étape, on évalue la sécurité de notre système après l'installation des mesures ou bien l'utilisation des mesures de contrôle décidées pour assurer une continuité normale. Cette étape, c'est une étape qui continue, qui ne s'arrête pas dans la fin d'un processus de gestion des risques, mais plutôt qui reste en cours dans tout le cycle de vie de notre système d'information jusqu'à la fin. Si elles permettent aussi de proposer les mises à jour possibles sur la sécurité, comment on peut proposer, pourquoi on propose ça. L'un des facteurs importants, c'est le nombre de vulnérabilités détectées. Je reviens peut-être à ce site-là en parlant justement de cet exemple. C'est une vulnérabilité qui est détectée ou bien qui est publiée déjà, comme vous voyez ici, dans plusieurs rapports en 2020. C'est-à-dire que c'est une vulnérabilité qui a été découverte très récemment. Donc, si on utilise dans notre organisation Windows 10 ou bien Windows Server 2016, depuis 2016, ou bien depuis 2019 peut-être, donc on doit mettre à jour notre système selon la nouvelle vulnérabilité qui a été détectée. Donc, certains critères qui sont importants pour l'évaluation de risque, on doit garder le processus d'évaluation de risque aussi simple, on ne doit pas le complexer, parce que généralement l'équipe qui entre dans la gestion du risque ne sont pas tous des informaticiens. Il y en a des experts en finance, des experts juridiques, etc. On ne doit jamais prendre le programme de gestion du risque comme une propriété personnelle. Le responsable de sécurité ne doit pas prendre toute la responsabilité sur la gestion du risque. Il faut bien définir une équipe compétente qui contient des différents experts des différents domaines, même parfois des domaines en ce qui concerne des experts en géologie, des experts en météorologie, etc. On doit les prendre quel que soit comme des consultants ou bien comme des membres de l'équipe de gestion des risques. Il faut concentrer sur les besoins de l'entreprise et non pas sur l'excellence de la technologie. Il faut bien
adapter la gestion des risques au budget de l'entreprise, aux objectifs du système d'information, du cas d'utilisation qui existe, qui est en ce moment entre les mains. Et finalement, il faut adapter les principes de base de la gestion des risques au contexte de notre système d'information par rapport à plusieurs points, par rapport au cas d'utilisation, par rapport à la localisation peut-être d'une organisation, si c'est un système régional ou bien système national ou bien international, les critères se diffèrent entre un cas d'utilisation et un autre. En pratique, en parlant de la gestion des risques, il y en a plusieurs méthodes qui ont été créées. La gestion des risques représente vraiment un atout très important, même avant l'informatique. Il y en a plusieurs modèles qui ont été créés pour analyser les risques d'une telle entreprise. En termes de risque informatique, il y a aussi pas mal de méthodes, dont 3 sont plus connues: EBIOS, Octave et Mehari, qui seront le sujet de nos prochaines vidéos concernant ce chapitre-là. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.